Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Pour cet épisode 16 de la série Entendu à Budapest, je voudrais vous proposer ce qu'on pourrait présenter comme une spéciale András Kostur, dans la mesure où ce sont pratiquement exclusivement les propos de 7 analystes hongrois, probablement le plus jeune de la bande d'ailleurs, et pas le moins intéressant pour autant de loin, que je voudrais aujourd'hui relayer et dans la mesure du possible aussi un peu commenter et approfondir. Je pense plus précisément aux propos que le dit András Kostur a tenus d'une part dans le podcast habituel qui porte le nom qui est aussi celui du think tank de Gabor Stier, Moscou OTR, la place de Moscou, donc podcast régulier de la chaîne Ultrahang, où interviennent généralement de façon conjointe Gabor Stier et András Kostur. C'est aussi le cas de cet épisode datant d'hier, 9 juillet 2023, dont le lien sera bien entendu placé en description. Euh, Même si pour ma part, je ne compte pas particulièrement m'étendre sur les propos de Gabor Stier, qui a fait le point sur l'état du front de la société russe, etc., dans une perspective qui n'est pas vraiment surprenante, c'est celle des pro-russes en Europe en général. Euh, c'est pas particulièrement faux, à mon avis. Bon, je trouve pas que ça mérite particulièrement notre attention. Alors qu'en revanche, les propos donc d'András Kostur au cours de la même édition, donc là, là tout d'un coup, j'ai tendu l'oreille et il se trouve que ces propos viennent dans le sillage de d'articles publiés donc par Kostur sur le site de l'Institut du XXIe siècle, qui est son ancrage institutionnel dans le soft power hongrois, dans le brain trust du Fidesz, et donc textes qu'il a aussi relayés, comme il le fait d'habitude, sur sa chaîne Telegram, que moi-même je relaye assez fréquemment en traduisant évidemment les contenus sur la mienne, deux chaînes dont l'adresse figurera bien entendu elle aussi en description. Alors, pour prendre les choses dans l'ordre, étant donné que j'ai bien l'impression que au moins l'écriture de ces articles est antérieure aux propos tenus à l'oral lors du podcast, donc commençons par présenter ces écrits de Kostour qui sont eux-mêmes consacrés à donc deux articles, eux-mêmes consacrés à deux autres articles quoique pas séparément, donc à deux textes assez importants qui ont vu le jour au cours de la dernière semaine en Russie. L'un étant dû à un certain Sergei Karaganov, pas très connu en dehors de Russie, euh, pas non plus, disons, membre de l'équipe dirigeante de la Russie actuelle, mais que beaucoup d'experts considèrent comme une voix assez importante, étant donné que c'est l'un des experts en traduction libre, Conseil de la défense et de la politique extérieure, qui conseille donc le gouvernement, notamment sur des questions stratégiques, et qu'on chuchote que ce serait l'un des rares experts ayant vraiment l'oreille de Vladimir Poutine. L'autre article commenté par Kostour est un article dû à Dimitri Medvedev, que j'ai présenté dans une brève récente comme la doublure de Vladimir Poutine. On a pris l'habitude de ces alternances fictionnelles au gré desquelles, pendant, je crois, 5 ans, Poutine est président, Medvedev Premier ministre, ensuite ils échangent, enfin bon. Et Dmitri Medvedev qui, de manière assez surprenante par rapport à un passé au cours duquel on l'avait au contraire classé assez clairement du côté europhile, libéral, mondialiste du pouvoir poutinien, euh, est devenu, depuis pratiquement le début de l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, l'une des principales voix de ce qu'on pourrait appeler le parti des faucons en Russie, hein, c'est-à-dire des jusqu'au-boutistes, ou du moins de ceux des jusqu'au-boutistes qui sont aussi proches
du pouvoir actuel du Kremlin, donc ce qui permet de les différencier de ce que d'autres appellent la sixième colonne, c'est-à-dire de ces patriotes russes qui, eux, se situent très nettement dans une opposition de droite à Vladimir Poutine et à son régime, et dont du coup, la plupart, l'immense majorité, ont aussi, sur la question ukrainienne, des positions jusqu'au boutistes. Alors justement, ce qui me semble intéressant avant tout, et ça Costo lui-même ne le souligne pas, quoiqu'à mon avis il y a probablement été sensible, c'est que dans ces deux textes donc qui viennent, disons, de la direction du Kremlin, hein, euh, de tête, on va dire, travaillant, de cerveau travaillant pour le système en Russie, il y a un thème tout à fait central dans les critiques, les textes de la sixième colonne, des patriotes en colère qui est en revanche totalement absent de ces écrits-là, hein, des écrits de Karaganov et de Medvedev, et c'est la question de la mobilisation, hein. Alors appelons la mobilisation générale si on veut, quoique d'un point de vue strictement technique, c'est pas exact, étant donné qu'une vraie mobilisation générale, faite de dizaines de millions d'hommes, en Russie n'est probablement pas techniquement possible à l'heure actuelle, mais disons au moins d'un point de vue symbolique, politique, c'est une option dont le pouvoir poutinien se garde soigneusement, entre autres probablement parce qu'il a conscience des potentialités révolutionnaires qu'implique généralement une telle mobilisation et les nombreuses références du discours, des discours du Kremlin aux événements de 1917 montrent très clairement qu'ils ont conscience de ce risque. Et donc, Karaganov et Medvedev, comme par hasard, ne parlent pas du tout de mobilisation, ni en général de la possibilité de simplement intensifier la guerre conventionnelle menée par la Fédération de Russie à formellement l'État ukrainien, hein, et qui, a priori, devrait, d'un point de vue russe, suffire à régler le problème, si j'ose dire, sans avoir nécessairement à appeler à en appeler à la dissuasion nucléaire. Eh bien, paradoxalement, c'est avant tout de dissuasion nucléaire, c'est avant tout d'armes atomiques qu'il est question dans ces deux textes. Alors, dans une perspective légèrement divergente, mais pour moi c'est une divergence vraiment légère et qui est avant tout due finalement au statut hein, de chacun des auteurs, donc qui se rapporte finalement à la question d'où parles-tu. Alors Karaganov, en sa qualité d'expert, de conseiller, qui n'est pas censé se prononcer sur des questions politiques, euh, se contente entre guillemets de plaider pour une utilisation du nucléaire tactique, en arguant du fait que fort probablement l'Occident ne réagirait pas, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'escalade nucléaire dans ce cas-là. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Bon. Et que paradoxalement, c'est justement de ce fait l'utilisation du nucléaire tactique qui pourrait permettre à la Russie, et là on rejoint un thème idéologique hein, qui va de l'orthodoxie au bolchevisme et se prolonge finalement dans le multilatéralisme poutinien, hein, c'est en utilisant l'arme tactique en Ukraine que la Russie pourra créer les conditions de la paix et donc sauver le monde. Hein, c'est-à-dire en fait utiliser le nucléaire tactique pour pouvoir éviter à la planète, l'utilisation du nucléaire stratégique. Or, dans cette perspective, Karaganov est parfaitement raccord avec le texte de Medvedev, qui lui a pour principal argument, a pour message, l'idée qu'il n'existe que deux issues possibles au conflit, l'un étant la conflagration nucléaire globale, hein, donc la disparition de l'humanité, et l'autre, cette paix multilatérale, euh, donc dans le respect de tous, la, la proportionnalité, le respect des souverainetés, la renonciation aux mauvais instincts, aux bas instincts colonialistes, l'antiracisme, etc. C'est-à-dire finalement ce que tous les Davosiens aspirent, ce à quoi tous les Davosiens disent aspirer. Hein, Medvedev ne fait pas exception de ce point de vue-là. Et alors simplement, ensuite dans l'application, ils ont en surface au moins des divergences de vues. Hein. Certains considèrent qu'on y arriverait beaucoup mieux si on pouvait se débarrasser de la clique du Kremlin.
La clique du Kremlin, évidemment, a une toute autre perspective sur cette question. Bon, mais en tout cas, c'est bien l'idée. Alors, c'est un discours éminemment idéologique, hein, quand on vous explique que, bah, écoutez, il y a deux solutions, et la deuxième, c'est que tout le monde disparaît. Bon, c'est qu'en fait, il y en a qu'une. Hein, bon. Donc, c'est pas très intéressant en réalité comme discours. C'est du bourrage de crâne. Hein, c'est l'entretien du moral des troupes et de la population. Hein, dans un contexte, c'est tout à fait une ambiance de 1914. Hein, il nous la joue Barès, là, hein, Medvedev. Bon. Mais comme l'a d'ailleurs relevé András Kostur, ce qui est en l'occurrence le plus intéressant, ça n'est pas tellement ce que dit Medvedev de du danger nucléaire, pour formuler ça de la façon la plus générale et la plus vague possible. Non, c'est le fait qu'il en parle. Hein, c'est l'actualité du thème qu'on relève donc aussi bien dans le texte de Karaganov que dans celui de Medvedev. Et c'est à partir de là qu'on en vient donc au podcast d'hier, donc qui est une conversation essentiellement entre les deux experts, Stier et Kostur, et le journaliste attitré de la chaîne Ultrahang, Tomasz Kirai. Et donc Tomasz Kirai demande à ses experts de commenter cette actualité, on va dire, entourant la centrale nucléaire Energodar, hein, des environs de Zaporogie ou Zaporizhia dans le dialecte local. Bon, moi, j'utilise les deux sans discrimination, au moins quand il s'agit des toponymes. Hein, pour le reste, je me débrouille pas très très bien en ukrainien. Euh, Et donc, Kirai relève tout le monde hein, en ce moment que qu'on voit se multiplier réciproquement hein, de part et d'autre les accusations donc de vouloir saboter Energodar, de vouloir créer un accident nucléaire ou au moins de prendre le risque de le créer. Et comme d'habitude, Russes et Ukrainiens, enfin Moscou et Kiev, se pointent réciproquement du doigt avec la même accusation. Donc, si elle est vraie d'un côté ou de l'autre, il y en a forcément un des deux qui pratique l'inversion accusatoire, ou peut-être les deux d'ailleurs. Bon, allez savoir. Bref, la réaction de Gabor Steer est, on va dire, de beauté en touche, hein, c'est-à-dire qu'il bon, bah, comme tous les experts, comme tous les gens sérieux, ils se contentent de remarquer que, bah, écoutez, tout ça n'est pas très sérieux. Hein, les deux protagonistes sont de toute façon territorialement trop exposés pour prendre un pareil risque. Ils ont eux-mêmes trop à perdre hein, à faire exploser la plus grande centrale nucléaire d'Europe, hein, rappelons-le. Et c'est là que András Kostur embraye avec sa propre remarque qui, de toute évidence, on le sent bien dans le ton de Gabor Steer, en introduisant d'ailleurs, en transmettant la parole, le micro à Kostour, on sent bien que Steer n'est pas convaincu, ou du moins n'aime pas cette idée, mais il a donc cette élégance tout à fait coutumière, hein, au demeurant dans le débat public, même les débats d'experts en Hongrie, bah, de laisser toutes les parties s'exprimer. Voilà, donc ça se passe pas en France. Hein, il y a pas de ministère de la vérité, de censure. Bon. Alors, ce que András Kostur a à nous dire sur, appelons ça, cette actualité d'Energodar dans le discours entourant le conflit en Ukraine orientale, eh bien, c'est que lui, il voit, entre autres possibilités, hein, comme tout expert, il a la prudence de multiplier les scénarios, voilà, de pas tout mettre sur une seule carte. Bon. Mais l'un des scénarios qu'il propose, et ça c'est une originalité d'András Kostour, visiblement, apparemment, Gabor Steer ne le rejoint pas sur ce terrain, eh bien c'est de dire que pour Kiev comme pour Moscou, l'entretien et même la promotion récente de ce thème du risque nucléaire, hein, qui est encore une fois parfaitement raccord avec l'actualité du thème. Alors même si les articles de Karaganov, de Medvedev dont il était question précédemment parlent évidemment avant tout des risques liés au nucléaire militaire, alors que ici, Energodar, il s'agit du nucléaire civil, oui d'accord, mais du nucléaire civil dans le cadre d'une guerre, hein, donc du nucléaire civil et des risques qu'il représente non pas du fait de je ne sais quelle fissure dans un réacteur, que sais-je, non, mais dans le cas où, bah, tout simplement, l'un des réacteurs se prendrait une bombe.
Et donc, pour Kostour, il faut prendre en compte, à son avis, à mon avis aussi d'ailleurs, la possibilité que les deux protagonistes trouvent donc dans cette promotion du thème du risque nucléaire l'occasion de se ménager une stratégie de sortie, hein, comme on dit en anglais, exit strategy. Donc, une carte qu'on ne va pas forcément mettre sur la table, qu'on ne va pas forcément retourner, mais qui, en tout cas, est là, même de, de plus en plus en avant, disons, dans le jeu des deux protagonistes qui, le moment venu, pourrait décider que bon, maintenant ça suffit, là il faudrait pouvoir arrêter les frais, mais évidemment, arrêter les frais dans des conditions, ou du moins dans le contexte d'un récit, disposant d'un récit qui permette de sauver la face. Hein. C'est-à-dire qu'il s'agisse que ce soit finalement Moscou ou Kiev qui prend cette décision, ce serait une décision consistant à arrêter les frais, hein, à provoquer concrètement le début de négociations de cessez-le-feu, mais en mettant en avant un récit qui éviterait d'ailleurs aux deux protagonistes d'avoir l'air d'avoir perdu la guerre. Hein. Et effectivement, quel meilleur récit, aussi bien du point de vue de Kiev que peut-être même encore plus du point de vue de Moscou, hein, quand on connaît le poids culturel historique donc de ce risque nucléaire. Hein, qu'on retrouve même, on en trouve même des échos, si vous voulez, dans la littérature française. Alors certes, une littérature française fortement influencée par la culture russo-soviétique, je pense à un célèbre roman de Slobodan Despot aux éditions Gallimard. Bon. Donc, quand on connaît le poids de ce thème hein, de l'apocalypse nucléaire dans la culture russe, ou je dirais que le thème réel, hein, le danger concret hein, créé par l'apparition des technologies nucléaires, est probablement venu se greffer sur un thème plus ancien, à mon avis, d'origine théologique. Hein. À mon avis, il y a un précédent quelque part à chercher dans la culture orthodoxe pour comprendre la prospérité tout à fait étonnante de ce thème, donc dans la culture russo-soviétique de l'après-guerre. Et donc, je referme la parenthèse. Quel meilleur prétexte, effectivement, pour arrêter les frais sans avoir l'air con, que ce soit pour Kiev ou pour Moscou, très probablement pour les deux, eh bien que de dire que, bon, écoutez, on a fait tout ce qui était possible, notre armée a combattu héroïquement en obtenant des résultats tout à fait significatifs, mais arrivé au point où la continuation des hostilités risquerait tout simplement de plonger l'humanité tout entière dans l'apocalypse nucléaire, nous avons la sagesse philanthropique et humanitaire, n'est-ce pas, de reléguer au second plan les sacro-saints intérêts de la Sainte Russie, qui, à mon avis, entre parenthèses, n'a jamais vraiment eu besoin des 4 ou 5 terrains vagues de l'Est de l'entité kievienne, mais bon. Et du coup, ben, goodbye Sainte Russie, croisade civilisationnelle, par en un, par en deux, etc. Goodbye Slava Ukraini et autres conneries, voilà. On arrête les frais et en fait tout le monde a gagné. Alors ensuite, et là je vais aller un peu plus loin qu'András Kostour, je dirais même un peu plus loin que ce qui est implicite dans les propos de Kostour, et c'est qu'à mon avis, il faut se poser la question des motivations politiques. Alors pas tellement du côté ukrainien d'ailleurs, côté duquel en fait c'est pas vraiment une nouveauté hein, de les voir en permanence accusés, soupçonnés, etc. Les Russes de vouloir saboter leur propre centrale, bombarder leur propre pipeline, aéroport, enfin que sais-je. Bon, c'est une habitude hein, de la communication de guerre de la junte de Kiev, qui de toute façon d'un point de vue politique n'est pas vraiment disons décisionnaire. Hein, les décisions stratégiques ça de l'opinion pratiquement unanime des experts et pas seulement hongrois ou magérophones. Bon, c'est pas, ça se décide pas à Kiev tout ça. Bon. Donc, du côté de Kiev, la question des motivations politiques est probablement moins importante, d'autant plus qu'il n'y a pas de réelle nouveauté. Hein. Encore une fois, cette actualité d'Energodar, ces accusations, ces soupçons, ces sonnettes d'alarme, tout ça, c'est pas neuf.
C'est un peu plus neuf, ou du moins l'accentuation du thème est un peu plus neuve du côté russe. Et là, comme on a a priori quand même affaire, en dépit des ficelles davosiennes que je m'efforce toujours de mettre à jour, mais on a quand même a priori affaire à un acteur un peu plus libre de ses propres mouvements. Là, oui, on peut se poser, il faut se poser, à mon avis, la question de la motivation politique. Et la réponse réellement pertinente, intéressante, si on pouvait y avoir accès, mais ça me semble a priori du point où je vous parle, et puis aussi pour les experts d'ailleurs en droit que je commente, y compris le très bien informé et très sagace András Kostour, ça me semble impossible, hein. Il faudrait vraiment être sur place et être sur place à une centaine d'endroits différents, sur le front et en Russie, pour le savoir. Et puis il faudrait avoir aussi une méthodologie qui permette bah, finalement d'amener les gens à s'exprimer sincèrement, hein, ce qui dans ce pays atteint d'épidémies gravitationnelles, hein, comme disait, je ne sais plus quel expert, c'était peut-être Robert Castel, hein, hein, vous savez, cette curieuse pandémie de chute du sixième étage hein, qui règne. Bon. Donc forcément, ça ne favorise pas tellement la sincérité dans la prise de parole. Et donc, il serait très très difficile, à mon avis, d'établir dans quelle mesure l'opinion, alors à la fois l'opinion euh, des Russes sous l'uniforme, et notamment au front, hein, l'opinion de la troupe, d'une part, et d'autre part, l'opinion publique russe continue à adhérer au récit de la croisade anti-nazie, anti-OTAN, que sais-je, du Kremlin en Ukraine orientale. Et là, il y a quand même un détail qui, moi, m'incite à quand même avoir des doutes, hein. Je suis pas en train d'affirmer que l'adhésion et donc le soutien à l'opération serait en train de s'effriter ou quoi que ce soit. À vrai dire, les mêmes causes pourraient très très bien déboucher sur des effets parfaitement opposés. Mais il y a quand même ce détail, hein, pendant le cirque Prigojine, hein, je remettrai peut-être d'ailleurs en lien, enfin, c'est pas important. Il y a, bon, quand Prigojine a vraiment commencé à se dresser contre le Kremlin, hein, c'est-à-dire en fait le moment cette opérette où pour moi il est devenu évident que non, c'est pas de la maskirovka, c'est sérieux, hein, le moment où moi, j'ai considéré qu'on pouvait désormais affirmer que oui, Prigojine maintenant s'attaque frontalement, méchamment entre guillemets à Vladimir Poutine. C'est le moment où il a reposé la question, alors qui a été soigneusement enterrée ensuite, enfin dès le moment d'ailleurs de son énonciation, aussi bien d'ailleurs par les ennemis apparents de Vladimir Poutine que par ses zélotes, hein, que ce soit en Russie ou en Occident cette question donc des causes de la guerre. Hein. Donc c'est, je pense, le propos de Prigojine qui, alors peut-être pas en surface comme ça, mais hein, en tombant bien profond dans les âmes russes, a dû probablement faire causer le plus de dommages à l'image et à la popularité de Vladimir Poutine en Russie. C'est ce moment où il a soulevé ou ressoulevé hein, la vieille question, mais jamais suffisamment posée, des causes de cette guerre, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui rendait impératif pour la Russie une intervention, alors attention, une intervention sous son propre drapeau, hein, pas simplement à travers justement des sociétés militaires privées, des Wagner, etc. En Ukraine, question que je repose régulièrement à mes amis de l'opinion disons, pro-Poutine en France, à laquelle je ne reçois jamais aucune réponse satisfaisante. À l'époque, souvenons-nous, il y avait le pouvoir, le Kremlin lui-même avait énoncé un certain nombre alors, c'était un peu comme le Covid, c'est-à-dire que tous les mois, ça changeait. Hein. Donc, une fois, c'était, ah bah, les ogives de l'OTAN allaient se retrouver trop près des frontières de la Russie. Ah oui? Et l'Estonie, alors? Bon. Le mois suivant, c'était des laboratoires, hein, un laboratoire, hein, parce qu'il faut pas en mettre au Mexique. Ah, et puis, quitte à faire voyager ensuite des fioles, hein, peut-être en avion, peut-être qu'on peut charger des fioles sur des avions, je sais pas. Alors, donc non, 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 il fallait faire ça à portée de tir de l'artillerie russe hein, sur la frontière orientale de l'Ukraine. Ouais, l'OTAN a des idées curieuses comme ça. Bon, très bien, hein, je dis pas. Oui, ils l'ont peut-être fait. Bon, enfin bon, pendant un mois à peu près, hein, c'était ça le narratif. Hein, c'était voilà, c'était les laboratoires. Hein, il fallait prendre ces laboratoires. On ne sait pas d'ailleurs s'ils ont été pris, ce qu'on y a trouvé, etc. C'est pas très clair. De toute façon, au bout d'un mois, on a arrêté d'en parler. Hein, on est passé au variant suivant, qui était, je crois, la dénazification
qui a pris un coup dans l'aile, je crois, à l'été 2022, quand les principaux leaders nazis, hein, avec des emblèmes du Troisième Reich tatoués sur leur poitrine, bon, du bataillon Azov, qui était dans une espèce de d'exil neutralisé comme ça en Turquie, euh, négocié avec l'entremise d'Erdogan, bon, ont été rapatriés en Ukraine en échange et c'est un des reproches des patriotes en colère à Poutine, hein, en échange donc de la livraison à la Russie par l'Ukraine de Medvedchuk, hein, donc parrain d'une des filles, je crois, de Vladimir Poutine, et que Prigojine justement, donc Prigojine dans ce même discours assez enflammé euh, de, prononcé au début donc de son soulèvement, hein, accusait Poutine d'avoir commencé toute l'opération spéciale simplement dans l'espoir de destituer Zelensky et de faire monter donc sur le trône de l'entité kievienne à la place de Zelensky son ami et même on va dire parent par par alliance de baptême, hein. Il y a des mots spécifiques pour désigner ce statut dans les langues slaves, en hongrois, etc. En français, c'est pas le cas. Mais voilà, c'est comme ça que les Russes pensent, hein, au rapport entre Poutine et Medvedchuk. Voilà, donc Poutine aurait voulu virer Zelensky et le remplacer par Medvedchuk, et c'est ce qui l'aurait amené, dit Prigojine. Alors, est-ce que c'est vrai? C'est pas dit. J'aurais tendance à dire que ce serait une raison finalement pas plus loufoque que toutes celles qui ont été donc, hein, je reprends les ogives, les laboratoires, la dénazification, etc. Bon. Donc finalement, on sait toujours pas hein, pourquoi cette guerre entre guillemets, en tout cas ce conflit armé que certains nous présentent comme une guerre entre l'OTAN qui inclut des puissances nucléaires et la Russie qui est elle-même une puissance nucléaire, donc c'est pas vrai, c'est pas une guerre. On sait pas comment ça a commencé. Moi, je dirais qu'on sait en revanche très bien à qui ça profite, hein, c'est avant tout à Davos. Et puis aussi d'ailleurs à l'oligarchie russe, hein, je rappelle ce chiffre assez simple, 88 milliardaires en Russie avant le début de l'opération militaire spéciale, 114, je crois, lors du dernier relevé, c'était un mois, 2 mois peut-être. Quelque chose comme ça. Euh, voilà. Alors, effectivement, pourquoi ne pas imaginer que si les réflexions que je viens de me faire devant vous à haute voix sont peut-être aussi celles que se font un certain nombre de Russes, et plus exactement de patriotes russes, hein, qui jusqu'à présent étaient à fond derrière l'opération militaire spéciale. Si tel était le cas, à ce moment-là, on comprendrait très bien, du point de vue du Kremlin, pourquoi les décisionnaires là-bas euh, jugeraient, on va dire, au moins bon d'avoir dans leur jeu, en bonne position, une carte de retrait, hein, à tirer le cas échéant, de retrait sans perte, sans perdre la face, hein, de retrait philanthropique, humanitaire, de retrait victorieux, hein. Les meilleures retraites, ce sont les retraites victorieuses, c'est bien connu. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir.